L'objet de notre échange va être de comprendre la transformation bas carbone du point de vue des entreprises. On peut parler aussi de bilan carbone, point de vue individuel, mais ça ne sera pas véritablement l'objet de ma présentation. Mais on peut, lors des questions-réponses, on va garder une vingtaine de minutes à la fin pour pouvoir interagir et que je puisse répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. On pourra éventuellement aborder ce sujet-là, mais ce n'est pas le focus de ma présentation. Quelques mots, en tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour me présenter. Donc voilà, je suis ingénieur Télécom Paris. J'ai fait l'exec MBA de l'ESSEC il y a maintenant 22 ans. Ça fait de moi un boomer. Donc, 25 ans dans le secteur du numérique et du logiciel. Et j'ai pivoté, donc en l'occurrence, donc en 2020, il y a maintenant 2 ans et demi, j'ai créé un cabinet conseil en RSE et transition écologique avec 3 offres. Une offre autour de la RSE pour déployer une démarche RSE, une deuxième offre, qui est le sujet là, de notre échange de ce midi, donc autour de la transition écologique du carbone, voilà, et puis une troisième offre autour de la performance environnementale des produits ou des services numériques, donc de quoi réduire les impacts donc, de produits ou de services. Puis je suis également l'auteur d'un MOOC qui s'appelle « Engagez-vous dans la transition écologique ». Et bon, ben, on va le faire comme ça si ça ne marche pas en mode présentation. On va faire avec. Donc voilà, le plan de ce web lunch, voilà, je vais passer très rapidement sur quelques fondamentaux climat et des notions importantes. Je pense que vous avez sans doute tous participé déjà à une fresque du climat. Donc, ça va être quelques éléments. Après, on abordera typiquement le sujet du bilan carbone, le cadre réglementaire, les autres initiatives pour le climat au niveau entreprise et comment les entreprises peuvent-elles contribuer à la neutralité carbone planétaire. Donc voilà, donc ça, vous connaissez cette courbe-là, hein, la dépendance de nos économies aux énergies fossiles, et même avec l'apparition des énergies renouvelables, aucune des énergies fossiles que l'on consomme n'a baissé en quantité. Donc voilà, notre mode de vie, mode de consommation, mode de production, etc., est dépendant des énergies fossiles. Et sans cela, on n'aurait pas, on aurait du mal à se chauffer, on aurait du mal à pouvoir acheter à un prix intéressant des biens manufacturés. Et donc, voilà, on est très fortement dépendant aux énergies qui viennent de pays fournisseurs. On n'en trouve pas, par exemple, en Europe. Également des réserves limitées. On a passé le peak oil. Sonia, si tu veux avancer. Voilà, on a passé le peak oil, et comme on voit sur cette carte, voilà, l'énergie, le pétrole, en tout cas, ne se trouve pas dans nos pays de consommation. Donc, on est très dépendant géopolitiquement de ces pays-là. Quelques éléments sur la consommation d'énergie primaire. On voit, alors, si on s'intéresse au graphique de droite, on parle toujours du nucléaire et des énergies renouvelables donc, en France. Ça, c'est uniquement pour l'électricité. Et donc, l'électricité représente à peu près 60% de notre consommation d'énergie. C'est une énergie secondaire. Et donc, le reste, enfin, le camembert des énergies primaires, voilà, on a 15% encore de gaz naturel, 28% de pétrole. C'est typiquement les carburants, typiquement le fuel pour le chauffage, qui ne sont pas toujours électriques. 2 mots sur le réchauffement climatique, l'effet de serre. Je pense que c'est une notion que vous connaissez. Donc, l'effet de serre est naturel. Nos activités ont fait, notamment par la combustion du CO2, mais également d'autres gaz à effet de serre. Donc, on fait augmenter la concentration donc, de carbone dans l'atmosphère ou d'autres gaz à effet de serre. L'effet de serre fonctionne un peu comme une couette, donc ça garde la chaleur.
et c'est ce qui contribue au réchauffement climatique. Là, on va principalement s'intéresser au climat, mais on pourrait dire deux mots des limites planétaires, le climat n'étant qu'une des 6 limites que l'on a dépassées déjà. Les autres, on n'a pas encore de données pour savoir si on les a dépassées ou pas, mais très clairement, on est de l'autre côté des limites planétaires et donc on a une obligation non seulement de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique, mais également de pouvoir re-rentrer dans les limites planétaires. Les données scientifiques sur le climat viennent du GIEC, donc c'est un groupement de scientifiques qui fait la synthèse des travaux faits par ailleurs. Ils ont publié donc, le 6e rapport détaillé l'année dernière en 2022. Je passe un peu vite. Donc, le réchauffement climatique, voilà, on a déjà, la température à la surface de la Terre a déjà augmenté de 1,2 degré depuis 1951. Chaque demi-degré compte. Les conséquences socio-économiques et environnementales sont très importantes. Et l'objectif de l'accord de Paris est de rester, de viser 1,5 degré, en tout cas rester en dessous des 2 degrés, enfin limiter la hausse de la température à 2 degrés. Dans les rapports du GIEC, on a ces scénarios donc, qui s'appellent des SSP pour des trajectoires socio-économiques partagées. Je vous laisserai regarder les slides dans le détail, mais il y a en fait 5 scénarios et en fonction de ces scénarios, on va plus ou moins pouvoir approcher la neutralité carbone en 2050, mais aujourd'hui, on est plutôt dans le scénario médian, le SSP2, et on voit que celui-ci nous mène à une hausse de température quasiment de 3 degrés, donc bien au-delà de l'accord de Paris. Alors, c'était une petite question, il y avait une petite animation, mais ce n'est pas grave. Voilà, le rythme annuel donc, de réduction des émissions d'ici 2030 pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Voilà, il faut qu'on baisse nos émissions de 5% par an. Et si on regarde ce graphique-là, qui est à jour à 2022, donc l'année post-Covid, eh bien, les émissions de gaz à effet de serre n'ont jamais, hormis l'année Covid, n'ont jamais baissé. Et la courbe que l'on devrait suivre en fonction de l'objectif, disons 2 degrés, voilà, c'est la courbe qui se trouve à droite. Aujourd'hui, les prévisions ne nous permettent pas d'anticiper, de suivre cette courbe-là. En France, donc vous avez sur la gauche l'empreinte carbone donc de la France, 600 millions de tonnes de CO2 équivalent. Sur la droite, c'est l'empreinte carbone d'un Français. Voilà, c'est des choses que vous pouvez découvrir, dans lesquelles vous pouvez rentrer, notamment en participant à l'atelier 2 tonnes et savoir comment, au travers de nos actions individuelles et collectives, on peut passer de 10 tonnes de CO2 équivalent par Français à 2 tonnes qui serait l'objectif pour respecter l'accord de Paris. Quand on regarde donc les objectifs au niveau de la France, donc de décarbonation, ça c'est ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone. Donc c'est par rapport aux engagements que la France a pris par rapport à l'accord de Paris. Donc voilà, pour passer des 560 millions de tonnes de 1990, on très légèrement baissé en 2015, on était à 480 millions de tonnes. Il faut qu'on passe à 100 millions de tonnes en 2050. Et vous avez la contribution telle qu'elle est attendue, telle qu'elle est espérée ou à laquelle on doit travailler de chacun des secteurs économiques. Le rôle du secteur privé par rapport à tout cela, il y a une étude de Carbone 4 qui s'appelle Faire sa part. Dans cette étude, les chiffres de cette étude disent que les individus peuvent faire 25% du chemin, éventuellement un peu plus, 45% à condition qu'ils soient aidés pour investir, typiquement remplacer une chaudière, favoriser le remplacement d'une voiture thermique par une voiture électrique. Et donc, voilà, toute la part restante, c'est les actions des entreprises. Donc c'est de leur responsabilité, et ceci au travers de la réglementation et de la fiscalité, la réglementation qui contraint, la fiscalité qui oriente, et puis bien entendu des responsabilités individuelles d'entreprises qui peuvent s'appuyer sur des initiatives volontaires. On va en reparler. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet, donc du bilan carbone.
Notamment, voilà, on va parler de périmètre des émissions à recenser. On va parler de cette notion de scope. Donc, le premier scope, donc le scope, c'est le périmètre des émissions donc de gaz à effet de gaz à effet de serre en fonction des activités donc des entreprises. Le scope 1, ce sont les émissions directes donc de gaz à effet de serre et elles proviennent véritablement du périmètre strict de l'entreprise. Donc, c'est par exemple tout ce qui est émissions fugitives de procédés, ça c'est quand on est dans l'industrie. Ça va être consommation de combustible, par exemple, pour chauffer des bureaux, des locaux, ou bien pour alimenter les procédés de l'entreprise en question. C'est également tout ce qui est flotte d'entreprise, consommation de carburant, donc que ce soit par des flottes de camions ou de véhicules de fonction. Donc, on a là toutes les combustions d'énergie fossile, plus les procédés industriels ou agricoles qui produisent directement des gaz à effet de serre, le méthane et les autres gaz à effet de serre. Le deuxième scope, donc là, c'est ce qu'on appelle les émissions indirectes associées à l'énergie. Comme on l'a dit tout à l'heure, donc ça va être principalement l'électricité et les réseaux de chaleur et de froid. L'électricité, c'est une énergie secondaire, mais elle est produite à partir d'énergie primaire. Donc ça peut être je dirais, des énergies renouvelables, nucléaires, de l'hydraulique, mais également du gaz. On a bien vu avec la crise et la guerre en Ukraine, voilà, que nous sommes plus dépendants du gaz. En France, on importe d'ailleurs avec la maintenance des centrales nucléaires. On est devenu importateur net donc d'électricité, là où on était exportateur il y a quelques années. Donc ça, c'est le deuxième scope. Et le troisième scope, et il faut véritablement comptabiliser tout cela, c'est toutes les émissions indirectes de gaz à effet de serre qui se trouvent dans la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc ça, au niveau amont, les achats, tout ce qui est domicile-travail des collaborateurs, les déplacements professionnels, les immobilisations, ce qui est possédé de manière indirecte par l'entreprise au travers de mécanismes de leasing. Et en aval, donc tout ce qui est bien entendu fret, déplacement visiteur-client, éventuellement si c'est un acteur qui est en franchise, donc l'ensemble de ce qui compose la franchise, et puis l'utilisation des produits vendus et de la fin de vie. En pratique, le scope 3 représente 80%, si ce n'est pas 90% des émissions de gaz à effet de serre, donc il est indispensable de mesurer les émissions de gaz à effet de serre qui se trouvent dans ce scope 3. Donc voilà, c'est une petite synthèse donc des trois scopes et donc de ce que l'on doit mesurer quand on réalise un bilan carbone. Alors, on pourrait me dire pourquoi un scope 3 si étendu? Voilà, mon entreprise elle a des émissions directes, éventuellement, je veux bien croire, les émissions indirectes liées à l'énergie, donc l'électricité. Non, ça suffit pas. Il faut véritablement prendre en compte l'ensemble des émissions indirectes, donc des activités de l'entreprise qui se trouvent donc dans sa chaîne de valeur. Et donc, typiquement, tout ce qui est nécessaire à l'activité de l'entreprise. Si on prend quelques exemples, le constructeur automobile, ce n'est pas lui qui fabrique ses pare-brises, mais néanmoins, s'il n'avait pas de pare-brise, il ne pourrait pas vendre de voitures, enfin, il ne pourrait pas fabriquer des voitures finies et les vendre. Pareil, le restaurant collectif, ce n'est pas lui qui produit les légumes ou la viande qu'il sert, mais sans la viande, sans ces légumes, mais il n'aurait pas de menu, il n'aurait pas de clients. De la même façon, voilà, l'entreprise de services numériques, elle a besoin de ses collaborateurs et ceux-ci viennent sur site, ils se nourrissent donc, pour réaliser leur mission. Donc, il faut comptabiliser tout cela. Autre vision donc, du scope 3, donc, de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Désolé. Donc, à comptabiliser dans le cadre du bilan carbone. Voilà, là, vous avez le détail de chacun des postes à l'intérieur donc des différents scopes. Alors, le bilan carbone, comment on va le calculer? Le bilan carbone a un double objectif.
le premier objectif, c'est de mesurer les émissions de gaz à effet de serre. Et le deuxième objectif, c'est vraiment la finalité et le pourquoi on fait un bilan carbone, c'est de pouvoir mettre en place un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, en connaissant où sont les émissions, on va être capable d'agir sur telle et telle activité qui est fortement émettrice de gaz à effet de serre. Donc, pour calculer le bilan carbone, on va s'intéresser aux données d'activité que l'on va multiplier par un facteur d'émission. Et ça va nous donner les émissions. Et puis après, on va faire un total, un cumul de l'ensemble des émissions pour chacune des activités de l'entreprise. Donc, si on prend un exemple sur l'électricité, voilà, 10 kWh d'électricité. Non, remonte, Souya, merci. 10 kWh d'électricité, on va le multiplier par le facteur d'émission et ça va nous donner 0,6 kg de CO2. On a des données d'activité avec des kilomètres, avec des kilowattheures, mais il y a un certain nombre de données d'activité pour lesquelles on est obligé de passer par des ratios monétaires. Par exemple, pour des produits informatiques achetés, voilà, on a acheté 1 000 € de produits informatiques. Et bien entendu, le monétaire est moins précis, plus d'incertitude sur des ratios monétaires que sur des données d'activité physique. Donc, de manière prioritaire, il va falloir s'intéresser aux données d'activité et seulement quand on n'a pas de données d'activité physique, s'appuyer sur d'autres éléments tels que des ratios monétaires. Quelques exemples de facteurs d'émission. Donc là, dans le domaine de l'énergie, voilà, je vous laisserai regarder ces données dans le détail, mais voilà, le fuel, c'est 300 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. L'électricité bas carbone en France, voilà, c'est 59 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Donc, si on utilise beaucoup de fuel, ça va être un axe sur lequel on va essayer d'agir pour réduire les émissions de ce chauffage ou de ce carburant. Des exemples donc dans le domaine des déplacements. Voilà, je vous laisse lire les graphiques, vous les aurez dans les slides. Et un dernier domaine, donc dans le domaine des achats, par exemple. Et là, bien entendu, on va différencier l'achat de matières neuves d'achat de matières recyclées. Pour faire ce bilan carbone, on peut utiliser plusieurs types d'outils. Le premier outil, ça va être ceux de l'Association pour une transition bas carbone, l'ABC. Le bilan carbone a été développé par l'ADEME, mais c'est aujourd'hui l'ABC qui fait évoluer la méthode. Et donc l'ABC propose deux outils, un bon vieux tableur, d'ailleurs c'est pas un, mais c'est plusieurs tableurs qui sont complémentaires. Par exemple, un tableur pour chacun des sites, et puis pour une entreprise qui est multisite, on va avoir un tableur qui va faire la consolidation des tableurs ou de sites ou de filiales. D'autres outils, donc des outils de comptabilité carbone qui existent sur le marché. Voilà, il y en a aujourd'hui une vingtaine peut-être. Ils ne vont pas tous survivre. Donc, il faut faire un peu attention au type d'outils qu'on choisit. Là, vous avez un petit guide qui a été réalisé par la PCC sur comment choisir un outil. Quoi qu'il en soit, derrière un outil, il faut toujours un expert carbone. De la même façon que les outils de comptabilité financière n'ont pas rendu obsolètes les experts comptables. Voilà, dans le domaine du carbone, c'est exactement la même chose. Le déploiement d'un outil de comptabilité carbone, il n'y a rien d'automatique et donc nécessite de s'appuyer sur un expert, un cabinet conseil. Comme on l'a dit, donc la finalité d'un bilan carbone, c'est le plan de transition. Donc, dans ce plan de transition, on va faire, alors si c'est le deuxième bilan, on va faire le bilan des actions de réduction passées. Ensuite, donc, on va définir un certain nombre d'objectifs quantitatifs à moyen et long terme pour pouvoir réduire les postes qui sont fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Et on va mettre en place un plan d'action, donc identifier les actions de réduction à mettre en place, le potentiel de réduction également qui est associé. Voilà, le déploiement la mise en place d'un plan de transition, ça passe par 4 étapes qui sont résumées ici. On va maintenant aborder le sujet suivant. Donc, sur le bilan carbone lui-même, on y reviendra de manière un peu plus détaillée dans le deuxième web lunch.
Donc là, on va un peu plus aborder le sujet du cadre réglementaire et des autres initiatives donc pour le climat. Alors, le cadre normatif, donc il y a une norme ISO, la 14064 et la 14069, donc qui permettent de définir les spécifications et lignes directrices applicables au niveau des organisations ou des projets sur les émissions de gaz à effet de serre. Complétant ces normes internationales, donc ISO, en France, c'est le bilan carbone. Donc, comme je te disais tout à l'heure, il a été développé par l'ADEME en 2004. Il est maintenant géré par l'Association pour la transition bas carbone. On en est à la version 8.8. On attend la version 9 donc de la méthode bilan carbone pour l'année prochaine, en 2023. Et le pendant du bilan carbone qui est utilisé en France et dans quelques pays francophones, notamment d'Afrique, c'est ce que l'on appelle le GHG protocole, donc qui a été lancé en 2001 par le WBCSD et le World Resource Institute de WRI. On reviendra juste après sur les différences entre le GHG, enfin peut-être, je crois que c'est la fois prochaine, entre le GHG protocole et le bilan carbone. Pour compléter le cadre réglementaire français donc, et européen, donc en France, il y a ce qu'on appelle le BGS réglementaire, donc c'est bilan d'émissions de gaz à effet de serre réglementaire. Il est devenu obligatoire en 2010, donc après le sortir du Grenelle de l'environnement, donc la loi portant engagement national pour l'environnement qui a introduit le BGS à ce moment-là. En 2015, donc dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, donc pour le BGS, a imposé une périodicité de réalisation, donc c'est de 4 ans pour les entreprises, et la mise en place de sanctions, en l'occurrence 1 500 €, et puis également des modalités de transmission des bilans vers un site de l'ADEME. En 2022, donc tout récemment, et c'est entré en vigueur au 1er janvier 2023, il y a 2 dispositions nouvelles. Donc la première qui facilite la réalisation des BGS, notamment pour des groupes d'entreprises qui peuvent donc réaliser un bilan et un plan de transition consolidé, indépendamment de leur secteur d'activité. En 2015, c'était pour chaque secteur d'activité de l'entreprise, enfin d'un groupe d'entreprises, il fallait faire un BGS. Et la deuxième modification apportée par ce décret de 2022 donc, rend le scope 3 obligatoire, alors que c'est en 2015, c'était uniquement les scope 1 et scope 2. Ce nouveau décret remplace la synthèse des actions de réduction par le plan de transition, comme j'évoquais tout à l'heure, et augmente également les sanctions maximales en cas de non-réalisation du BGS. Aujourd'hui, les obligations donc, du BGS s'appliquent aux entreprises de plus de 500 collaborateurs. En cas c'est soumise à des PEF. Et donc, au niveau... Oui. Au niveau européen, donc c'est la CSRD qui va remplacer la DPEF française donc en 2024. Et donc, dans le cadre de la CSRD, les entreprises devront communiquer donc, des informations relatives aux problématiques de durabilité et de changement climatique, donc notamment bilan carbone, réaliser un bilan carbone. Et la CSRD, donc en 2024, elle s'appliquera aux entreprises soumises à DPEF, donc plus de 500 collaborateurs. Et en 2025, sauf erreur, ce plancher descendra aux entreprises de plus de 250 salariés ou réalisant 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour les plus petites entreprises, donc les PME pour lesquelles il n'y a pas d'obligation ou les TPE, la BPI a mis en place un dispositif particulièrement intéressant qui s'appelle le DIAG Décarbone Action. Et donc, dans ce DIAG, il est possible de faire un bilan carbone d'une valeur de 10 millions de 10 000 euros. Et la BPI prend en charge 60% de ce bilan carbone. Donc, il y a un reste à charge de uniquement 4 000 euros pour les PME. Donc, c'est particulièrement intéressant. Et alors, pourquoi les PME doivent également faire un bilan carbone? Tout simplement parce qu'elles sont
pas filiales, sous-traitants ou fournisseurs de grands groupes. Les grands groupes ayant, comme on l'a dit tout à l'heure, des obligations, devant mesurer également leurs émissions de gaz à effet de serre tout au long de leur chaîne de valeur. Eh bien, donc, ils vont se retourner ou ils se retournent au travers de clauses d'achat responsable vers leurs fournisseurs. Donc, il est important que les PME fournisseurs de grands donneurs d'ordre connaissent leurs émissions pour que le grand donneur d'ordre puisse réaliser un bilan carbone qui soit digne de ce nom. Ce cadre réglementaire donc, est complété de recommandations, notamment la TCFD, donc, qui oblige à une meilleure transparence pour faciliter la décision des institutions financières. C'est une recommandation de reporting qui, bien entendu, nourrit la réglementation. On parle souvent de soft law dans le domaine qui nourrit la hard law, donc la réglementation. Le rapport final de la TCFD insiste sur deux messages importants, enfin deux, trois messages importants. Le premier, c'est que le changement climatique va coûter très cher à l'économie, le chiffre qui était donné étant de 2000 milliards. Le reporting est un élément essentiel pour réduire les risques, et ça parce qu'il permet aux actionnaires, aux banques, ainsi qu'aux acteurs financiers d'en évaluer le coût. Et enfin, il insiste sur la recommandation de publier des scénarios 2 degrés. Donc, les entreprises doivent recommander qu'elles réalisent et publient donc des scénarios pour aller vers 2 degrés, une évaluation de l'impact possible du changement climatique sur leurs activités. Et donc, aujourd'hui, il y a plus de 1000 organisations qui soutiennent ces recommandations, la TCFD, qui est, comme on l'a dit, une recommandation et un engagement volontaire. Quelques autres réglementations, donc toujours dans ce principe d'obligation de divulguer sa politique, comply or explain, c'est-à-dire soit on respecte les obligations et si on ne les respecte pas, on explique pourquoi. Mais bon, cette notion de comply or explain qui est celle qui est choisie, notamment au niveau européen, pose bien entendu la question de la capacité de contrôle et de sanctions pour les entreprises qui ne respectent pas ça. Donc, deux réglementations complémentaires, d'idée, la taxonomie verte, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elle permet de définir des grands domaines d'activité qui soit sont déjà bas carbone, soit contribuent à la transition vers une économie zéro émission nette, ou bien permettent le verdissement ou la réduction des émissions d'autres activités. Dernier cadre, enfin, la SFDR, donc, qui sont les informations à fournir donc, dans le secteur des services financiers. Deux autres initiatives internationales. Donc là, voilà, toujours de la même façon, les entreprises, dans le cadre de leurs responsabilités, de manière volontaire, peuvent s'approprier ces initiatives. La première, c'est ce qu'on appelle le SBTI, Science Based Target Initiative, qui est portée par le CDP. Et donc, c'est une méthode qui permet aux entreprises de se fixer des objectifs et de faire certifier ces objectifs. Sachant que, bien entendu, des entreprises dans deux secteurs différents vont pouvoir se fixer des objectifs différents. Enfin, les feuilles de route sont déclinées par grands secteurs économiques, grands secteurs d'activité. Et donc, les objectifs qui se sont fixés dans le cadre de ce SBTI, bien entendu, ont pour objectif soit de respecter les 2 degrés de l'accord de Paris ou les 1,5 degrés. Deuxième cadre, deuxième initiative qui s'appelle ACT, qui est déclinée en France par l'ADEME, donc qui propose un cadre de redevabilité climatique, et ceci au travers de la même façon de méthodes sectorielles, avec deux volets, un volet pour évaluer les initiatives de décarbonation, c'est ce qu'on appelle ACT évaluation, et un deuxième volet qui est celui de définir un plan stratégique donc pour décarboner son activité, et c'est ACT pas à pas. Et donc, le SBTI qui permet de se fixer des objectifs et ACT qui permet de mettre en place un plan de transition qui va permettre de respecter ces objectifs et d'évaluer la démarche sont totalement complémentaires.
Dernier point sur la neutralité carbone. On entend beaucoup parler de la neutralité carbone. Tout d'abord, une petite définition, puis après, on va passer aux questions-réponses. Donc, la neutralité carbone, elle vise à contrebalancer au niveau planétaire toutes les émissions de gaz à effet de serre issues des activités humaines par des séquestrations de CO2 de quantité équivalente. Donc, les émissions d'un côté, de l'autre côté, c'est de la séquestration de CO2. Et l'objectif est de stabiliser le niveau de CO2 dans l'atmosphère, donc pour limiter le réchauffement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la neutralité carbone, dont les entreprises parlent beaucoup, mais à tort justement, est un objectif qui n'a de sens qu'au niveau planétaire. Les entreprises, elles, réduisent leurs émissions pour contribuer à la neutralité carbone planétaire. Mais il n'y a pas de notion véritablement de neutralité. Enfin, ça ne fait pas de sens de parler d'une entreprise neutre carbone. Donc, les trois leviers à portée de main pour les entreprises donc, qui veulent contribuer à cette neutralité carbone planétaire, c'est de réduire drastiquement ses émissions dans sa chaîne de valeur. On en a parlé, le bilan carbone permet de faire ça. De préserver et de protéger les puits de carbone donc, dans sa chaîne de valeur et de développer des procédés technologiques, par exemple tout ce qui est capture du carbone, CCUS. Deuxième levier important, c'est de proposer des produits et des services bas carbone pour réduire les émissions des autres. Et dernier levier, c'est celui de financer des projets en dehors de sa chaîne de valeur de réduction des émissions de séquestration. Vous aurez bien compris que la priorité, c'est avant tout de réduire ces émissions. Ensuite, dans un deuxième temps, proposer des produits et services bas carbone et seulement, mais c'est beaucoup moins prioritaire et si vous ne faites que ça, c'est contraire enfin, c'est pas ça qui va vous permettre de contribuer à la neutralité carbone, de financer des projets en dehors de sa chaîne de valeur. Par rapport donc à cette notion de neutralité carbone pour les entreprises, il y a deux initiatives qui sont intéressantes. La première, c'est celle, la française, initiée par l'ADEME et par Carbone 4, donc qui est ce qu'on appelle la Net Zero Initiative. C'est de dire qu'il y a trois piliers et qu'on ne peut pas cumuler les émissions ou les réductions d'émissions de chacun de ces piliers. Le premier pilier, c'est je réduis mes émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième pilier, c'est que je réduis les émissions des autres. Et le troisième pilier, c'est j'augmente les puits de carbone, comme on l'a vu. Et donc voilà, ces trois piliers, il faut bien voir qu'ils ne sont pas additionnables. Et donc, c'est la raison pour laquelle une entreprise ne peut pas se dire être neutre carbone. Donc ça, c'est l'approche française. L'approche internationale, là aussi définie par le SBTi, donc ils ont défini un net zéro standard, et je vous laisserai regarder ça dans le détail, mais ce qu'il faut retenir de ce net zéro standard, c'est que pour qu'une entreprise puisse affirmer respecter cette norme net zéro, il faut qu'elle ait réduit de 90% les émissions de ses émissions de gaz à effet de serre. Donc, étant qu'on n'a pas réduit de 90%, on ne peut pas affirmer être conforme à ce standard. Et pour les 10% restants, c'est uniquement les 10% restants que l'on va pouvoir séquestrer ou compenser ou autre. Mais voilà, ce qui est important, c'est vraiment ça, c'est pas du point de vue du SBTi, pas de neutralité pour les entreprises, à moins d'avoir réduit de moins 90% ses émissions par rapport à la moyenne 1990-2000. Voilà, on a fini là-dessus. On va passer aux questions-réponses. C'était juste c'était vous donner le plan du deuxième web lunch, ce qui apparaissait là. Sonia a déjà retiré les slides. Je vais le remettre tout de suite. Pardon. Voilà, donc dans ce deuxième, dans la suite le 7 mars prochain, on rentrera plus dans le bilan carbone
voilà, dans la méthode et autres, comment véritablement on va pouvoir faire son bilan carbone. On va parler des différences avec le GHG protocole. Il y aura un petit jeu en vous proposant quelques bilans carbone. Essayez de deviner quelles sont les entreprises qui se cachent derrière un bilan carbone. On parlera donc de ce qui est complémentaire au bilan carbone pour avoir des trajectoires et des plans d'action ambitieux. Et puis, on finira avec à faire et à ne pas faire dans sa transition bas carbone. Je vous propose de passer aux questions-réponses que vous pourriez avoir euh, suite à ces quelques slides. Alors, je ne sais pas si Merci Sonia, tu as beaucoup. fait une petite synthèse ou si on lève. Alors, merci beaucoup du coup pour le temps de questions-réponses. L'idée, c'était de pouvoir aussi travailler avec Sandrine. Merci beaucoup, Sandrine, qui est aussi membre du club ETA et qui a du coup regardé aussi un petit peu l'ensemble de vos questions. Donc, il y en a beaucoup. Euh, Rassurez-vous, les questions sur lesquelles on n'aura pas pu répondre pendant le webinaire, Alain aura la gentillesse de pouvoir y répondre un peu plus tard. Donc, on vous transmettra l'ensemble des informations par mail. Hop. Donc, concernant les questions, est-ce que Sandrine, tu veux prendre la main? Oui, avec plaisir, Sonia. En fait, il y a par thème, il y a eu au début des questions sur les voitures électriques. Alain, une remarque plutôt que le bilan carbone est incomplet, il manque la chaîne de fabrication en amont pour la fabrication des composants, par Viviane. Mais il y a quelqu'un qui a répondu en effet qu'il fallait faire une ACV. D'ailleurs, on prévoit de faire un webinaire pour vous expliquer ce que c'est que l'ACV. L'analyse de cycle de vie. Voilà. Donc, dans le bilan carbone, quand même, si on prend le bilan carbone de Renault, eh bien, il faut qu'il intègre les émissions liées à la fabrication de chacun des composants de la voiture, le volant, les roues et autres. Et donc, ces émissions-là, ça va être chez ses fournisseurs, donc les sous-traitants automobiles, qui vont pouvoir lui fournir. Et en effet, par rapport aux produits eux-mêmes, on va faire une analyse de cycle de vie qui va permettre de connaître les émissions carbone sur la chaîne depuis la fabrication ou même l'extraction des ressources naturelles jusqu'à la fin de vie d'un produit. Super. Il y avait une remarque. J'entends souvent, c'était plutôt une remarque, j'entends souvent que changer de voiture est pire sur le plan écologique que de faire durer la sienne, même si elle est thermique. Pour une voiture, on dit que c'est pertinent de remplacer une voiture thermique par un véhicule électrique plutôt que de faire durer sa voiture thermique si on fait plus de 100 000 km avec sa voiture. Donc, très clairement, si vous êtes entre guillemets un petit ou un moyen rouleur, continuez d'utiliser votre voiture thermique. Certes, elle émet des gaz à effet de serre quand elle roule, mais voilà, la fabrication a déjà eu lieu. Et donc, il vaut mieux garder sa voiture thermique encore quelques années jusqu'à ce qu'elle soit vraiment morte. Et à ce moment-là seulement, soit passer à des mobilités douces, soit la remplacer par une voiture électrique. Ok, super. Super. Au niveau de l'énergie, il y a une remarque sur tu parlais de gaz naturel et Viviane dit que si c'est du gaz de schiste, l'empreinte carbone est supérieure au fioul. Donc, ça doit être pris en compte. Le gaz, c'est une question de facilité ou de difficulté d'extraction. Donc, le gaz de schiste, c'est quand il n'y a plus de pétrole ou de gaz naturel, disons, voilà, il faut faire de la fracturation, envoyer de l'eau dans les sous-sols pour faire remonter ces différents gaz. Alors, je ne connais pas le détail sur les impacts carbone entre le gaz de schiste et le gaz naturel, mais je veux bien croire que le gaz de schiste soit plus mauvais, enfin, ou plus émetteur de gaz à effet de serre que le gaz naturel. Ok, merci. Ensuite, des remarques sectorielles donc sur l'informatique. Il y a Gilbert qui demande les outils spécifiques qui permettent d'évaluer l'empreinte carbone de projets informatiques et de fonctionnement de data center. Et
Alors, là-dessus, les choses évoluent et évoluent vite, au sens où dans la base carbone donc de l'ADEME, on va maintenant trouver des facteurs d'émission qui concernent l'informatique. Ces facteurs d'émission viennent d'un travail ou d'une base de données d'analyse de cycle de vie qui concerne les services numériques. Et donc, cette base de données s'appelle Négaoctet. Négaoctet a été en partie financé par l'ADEME. Donc, c'est la raison pour laquelle un certain nombre de facteurs d'émission qui viennent de Négaoctet se retrouvent aujourd'hui dans la base ADEME et facilitent le travail de bilan carbone pour des activités informatiques. En plus de Négaoctet, il y a une association qui s'appelle Boavista. Oui, ça a été mentionné par un participant. Voilà, tout à fait. Et Boavista également travaille là-dessus. Enfin, Boavista s'intéresse à l'évaluation des systèmes d'information des organisations. Cool. Alors, sinon, il y a des questions sur le double comptage pour obtenir des chiffres d'émissions nationaux. Et peut-être dans la même logique, une question sur la fiabilité des mesures du carbone, des mesures bilan carbone. Sur la fiabilité, on y reviendra un tout petit peu dans notre deuxième web lunch. Il y a en effet, tout en faisant le calcul, donc dans le bilan carbone, on s'intéresse également aux incertitudes associées notamment aux facteurs d'émission et donc derrière aux incertitudes du bilan carbone. N'oublions pas néanmoins que le bilan carbone, il sert avant tout à mettre en place un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il est important de connaître où sont les grands postes pour pouvoir ensuite mettre en place un ensemble d'actions court, moyen et long terme pour pouvoir réduire les émissions de ces postes-là. On n'a pas besoin forcément de quelque chose de très précis au kilogramme, au kilo de CO2 équivalent. Ça, c'est sur ce point-là, sur la double comptabilisation, disons, d'émissions. C'est un sujet qui concerne avant tout les acteurs financiers qui peuvent investir, qui peuvent avoir dans leur portefeuille, disons, un sous-traitant et un donneur d'ordre. Donc, l'acteur financier doit comptabiliser l'ensemble des émissions de l'ensemble de son portefeuille. Donc, en effet, si on fait la somme des émissions du bilan carbone du sous-traitant et du bilan carbone du donneur d'ordre ou du client, on va comptabiliser deux fois. Par contre, si on s'intéresse au bilan carbone, si on n'est pas pour un acteur financier, mais dans une notion de reporting ou autre, ça ne fait pas véritablement le sens, sauf pour un acteur financier, de faire le cumul de Renault et de son sous-traitant automobile, de Plastic Omnium par exemple. En effet, dans un cas comme dans l'autre, il y a des données qui viennent pour Renault qui viennent de Laval, donc de son sous-traitant, disons, Plastic Omnium. Et pour Plastic Omnium, par rapport à l'utilisation des produits vendus, on va également comptabiliser ça. Mais il n'y a aucun intérêt à faire la somme du bilan carbone de Renault et du bilan carbone de Plastic Omnium. L'intérêt, c'est que chacun puisse mettre en place un plan de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre qui permettra de réduire également le bilan de l'autre acteur dans la chaîne de valeur. Oui, il y avait une remarque dans le même genre sur la comptabilité carbone des fournisseurs basés à l'étranger, toujours avec cette histoire par exemple, de batteries de voitures produites en Chine et qui ne fournissent pas de données fiables. Ça, c'est aujourd'hui, en effet, il y a des trous dans la raquette. Les cadres réglementaires ne sont pas les mêmes forcément d'un pays à l'autre. En France, on a plutôt une approche réglementaire. Dans les pays anglo-saxons, c'est moins le cas. C'est plus des approches volontaires, même si les méthodes sont là, le GHG protocole notamment. En ce qui concerne la situation de la Chine, je ne saurais pas dire, mais il y a néanmoins des données qui existent sur la fabrication d'une voiture en Chine, où l'énergie sera plus carbonée, par exemple, que la fabrication d'une voiture en France, où l'électricité est moins carbonée. Ok, merci. Puis après, il y a des questions aussi autour du service. Doit-on prendre en compte les émissions des clients des cabinets de conseil ou de services financiers? Quelle place pour les scopes 2 et 3 pour les entreprises de services? Alors,
Quand on parle de services, il y a plusieurs types. Si on prend l'exemple des services numériques, oui, on va s'intéresser à l'utilisation des services numériques. Et pour ça, on fera par exemple une analyse de cycle de vie d'un service numérique. Donc, quand moi je fais des bilans pour des éditeurs de logiciels, par exemple, j'associe toujours une ACV de service numérique pour être capable quels sont les impacts donc, des services vendus par cet éditeur. Euh, si on prend l'exemple des services de conseil, imaginons un conseil marketing donc, qui permet de faire vendre les produits d'un de ses clients. Euh, les produits en question ne seront pas comptabilisés dans le bilan carbone de cette société de conseil marketing. Là, par contre, on a une notion d'ombre climatique. Donc, pour toutes ces émissions induites par l'activité de ce cabinet de conseil marketing, donc qui va, si par exemple il aide Mercedes à vendre des gros SUV thermiques, voilà, ben, l'ombre climatique de cet acteur de la publicité sera extrêmement importante, en tout cas beaucoup plus importante que le même type d'entreprise qui aidera, je ne sais pas, un fabricant de vélos à fabriquer et à vendre des vélos. Donc ça, c'est la notion. Les deux auront le même bilan carbone, les deux sociétés de conseil marketing auront le même bilan de carbone, mais elles n'auront pas du tout la même ombre climatique. Super. Super. Il y avait une remarque sur la viande carnée dans le scope 3 par l'entreprise. Est-ce que l'utilisation de l'alimentation par l'entreprise est inclue dans le scope 3 ? Oui, tout à fait. Typiquement, si les collaborateurs doivent se nourrir le midi, donc on va pas calculer, intégrer dans le bilan carbone les repas du soir ou du matin. Mais par contre, les repas du midi, par exemple, à la cantine ou autre, on va les comptabiliser. Pour faire ça, par exemple, comme pour les déplacements domicile-travail, on va faire des enquêtes en fait auprès des collaborateurs pour être capable de savoir s'ils mangent carné ou pas, combien de fois par semaine, etc., etc. D'accord. Et une remarque sur le sujet de la neutralité carbone. Quelle devrait être la bonne communication de leur part, de la part des grosses entreprises, des entreprises elles-mêmes, Amazon, Microsoft, enfin celles qui font des annonces dans ce sens? Alors, je vous donnerai quelques exemples ou recommandations en la matière dans les choses à faire et à ne pas faire donc dans le deuxième web lunch. Mais il faut en effet voilà, ne pas s'affirmer neutre carbone parce que c'est du pur greenwashing. C'est d'ailleurs maintenant interdit depuis le début de cette année issu de la Convention citoyenne pour le climat. Il y avait des recommandations en matière de restriction de la publicité, notamment d'annonces de neutralité carbone. En l'occurrence, l'annonce de neutralité carbone n'est pas totalement interdite. Elle reste possible à condition d'expliquer derrière en quoi et donc l'explication peut pas être valable. Donc en pratique, ça revient à ce que cette communication en mettant en avant une neutralité carbone soit considérée comme du greenwashing et interdite. D'accord. Écoute, c'est une bonne transition avec le prochain atelier. Du coup, revenez au prochain. Il est 13h27, peut-être une dernière remarque. Comment se fait la mesure au niveau de l'État? Les administrations, de la même façon, là je parle des administrations, hein, donc des organisations étatiques. Les organisations doivent faire un bilan carbone comme une organisation privée. Au niveau des territoires, les territoires également doivent faire une comptabilité carbone de l'ensemble des activités qui se trouvent sur leur territoire, donc des entreprises qui se trouvent sur le territoire. On parle également de plans climat, doivent mettre en place des plans climat territoriaux. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et donc, il y a, par rapport à l'État dans sa globalité, disons la France, ça c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la stratégie nationale bas carbone, la SNBC, qui fixe des objectifs donc d'émissions de gaz à effet de serre au niveau français.
et cette SNBC, elle décline ses objectifs dans des politiques sectorielles, enfin pour chacun des grands domaines d'activité de l'économie française. Bah, super. Bah, écoute, il est 13h29. Je pense qu'on a balayé la plupart des questions posées dans le chat. Merci beaucoup Sandrine pour le soutien sur le volet questions-réponses. Merci beaucoup Alain pour la présentation et désolé pour le petit bug technique avec le partage de la présentation, mais on vous l'enverra par mail à la suite du webinaire. Et si par hasard, entre-temps, d'autres questions émergent, n'hésitez pas à nous les repartager, qu'on puisse y répondre. Et puis surtout, je vous partage dans le chat les différents liens vers donc le prochain webinaire en mars, donc, pour prendre la suite. Et puis aussi, si vous souhaitez vous inscrire sur des ateliers transition, par exemple les ateliers d'automne, fresques du climat, fresques de la diversité, je vous partagerai tout ça et d'autres ressources. Et je vois qu'il y a une dernière petite question, la question de Burnan Brigitte. Comment rendre les choses plus contraignantes, en fait, par rapport au cadre réglementaire et autres contraintes qui ne sont pas très contraignantes. Comment rendre les choses plus contraignantes. Il y a le cadre réglementaire, les amendes qui sont associées à ce cadre réglementaire qui ont été un peu augmentées, mais qu'est-ce que c'est que 10 000 € en effet quand on est une grande entreprise voilà. Il y a néanmoins de plus en plus, la pression est mise par les donneurs d'ordre, les grands donneurs d'ordre, en tout cas sur des entreprises plus petites ou leurs fournisseurs. Il y a des obligations qui existent maintenant en termes de, enfin, obligations, des recommandations en termes, le SBTI dont on parlait tout à l'heure, par exemple, donc qui pousse les entreprises à faire ça. Et donc, il y a de plus en plus d'entreprises qui s'engagent à suivre ces recommandations, à se fixer des objectifs pour contribuer à la neutralité carbone planétaire. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus là-dessus. Hein. Voilà, comment est-ce qu'on fait appliquer la loi, c'est toujours un vrai sujet. Super. Ben, merci beaucoup Alain. Il est 13h31, on a réussi à tenir les délais. C'était pas évident, merci, c'était très très riche. Donc je vous envoie l'ensemble des éléments par mail à la suite du webinaire et puis j'espère vous revoir sur les prochaines sessions. N'hésitez pas à nous remonter vos suggestions pour les prochaines pour qu'on fasse encore mieux. Merci Sandrine, merci Alain, merci à tous. Bon après-midi, à très Bon bientôt. après-midi, à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah.